l'invitation. On est toujours content d'être présent à cette réunion, comme chaque année. Donc cette année, on a décidé de parler d'un sujet, les schwannomatoses, qui est un sujet, c'est vrai, dont on ne parle jamais. On parle NF1, NF2 et on voulait pour une fois parler des schwannomatoses parce qu'on voit quand même beaucoup de patients qui ont des schwannomatoses et puis c'est une maladie qui a pas mal évolué récemment, donc on voulait faire un peu un point. Donc on travaille tous les deux en neurochirurgie à la Pitié-Salpêtrière et on fait partie donc du centre constitutif NF2 du centre maladies rares. Alors, bon, là, c'est en anglais, cette diapositive, mais je l'ai laissée. En fin de compte, il y a des critères diagnostiques des schwannomatoses. Ça a beaucoup évolué. J'avoue, personnellement, pendant très longtemps, ça n'a pas été très clair. Je vois, il y a Michel Vidot qui connaît bien aussi. C'était très compliqué pour moi et apparemment, maintenant, c'est un peu plus clair, puisque vous voyez qu'il y a des critères diagnostiques qui disent qu'on a une schwannomatose si on a plus de 2 schwannomes qui ne sont pas intradermiques. Donc ça suffit au diagnostic de schwannomatose. Donc 2 schwannomes différents, dont un qui a été prouvé histologiquement, parce que c'est vrai que parfois, si on a juste des boules, on ne peut pas savoir ce que c'est. Donc si on a un schwannome qui a été opéré et une autre lésion qui fait schwannome, on a une schwannomatose. Donc, finalement, c'est assez large. Et on peut aussi avoir dans les schwannomatoses des méningiomes, et des histoires familiales, et je vais vous décrire un peu ça. Alors, il y a des diagnostics différentiels des schwannomatoses, que sont des maladies que vous connaissez bien, c'est la neurofibromatosis de type 2, vous voyez à gauche, hein, cette maladie donc caractérisée par des schwannomes vestibulaires ou neurinome de l'acoustique le plus souvent bilatéral, par des méningiomes, des épendymomes, des schwannomes ou des méningiomes qui compriment la moelle épinière, mais aussi des schwannomes périphériques, qui fait qu'il y a quand même un recouvrement clinique entre les schwannomatoses, où les patients ont de multiples schwannomes périphériques et éventuellement des lésions intracrâniennes plus rarement, et les patients qui ont une neurofibromatosis de type 2 avec de multiples schwannomes périphériques parfois. Donc c'est vrai que c'est des maladies finalement assez proches. À droite, il y a bien sûr comme diagnostic différentiel la neurofibromatosis de type 1, mais finalement, les patients ont des neurofibromes plexiformes, et le diagnostic se mélange moins entre schwannomatose et NF1 qu'entre schwannomatose et NF2. C'est quand même des maladies qui sont plus différentes, en tout cas pour ce qui est des tumeurs des nerfs périphériques. Alors, quels sont les signes cliniques des schwannomatoses? Eh bien, c'est des patients qui vont avoir de multiples nodules sous-cutanés, ou parfois plus profonds, souvent sur le trajet des nerfs. Ces lésions peuvent être douloureuses au contact ou spontanément. C'est vrai que si c'est un point de contact, ça peut être très douloureux. Et aussi, certaines fois, quand on appuie ou spontanément, ces douleurs vont suivre le trajet d'un nerf. Classiquement, on a mal au niveau de la fesse et ça va irradier, c'est le terme qu'on utilise, jusqu'au niveau du pied qui suit par exemple le trajet du nerf sciatique. Les signes cliniques, ça peut aussi être des signes liés à la compression par ces schwannomes d'organes. Donc si on a des schwannomes au niveau par exemple du pelvis, de l'abdomen, ça peut comprimer des voies d'excrétion. Ça peut aussi causer des déficits neurologiques. Donc on sait qu'il y a des patients qui vont avoir un schwannome sur un nerf et le nerf ne va pas bouger. Donc on va avoir par exemple la main qui pend, on va avoir c'est assez classique pour un schwannome biradial, et on peut avoir donc plusieurs déficits et puis des douleurs, bien entendu. Et je dirais que plus la maladie va évoluer, plus le côté douleur spontanée, douleur post-traitement va prendre le pas. Et finalement, quand on voit des patients qui ont des formes de schwannomatose très évoluées, souvent c'est des patients qui vont avoir surtout le problème de la douleur. Et on en dira un mot, le problème des complications des traitements contre la douleur, qui d'ailleurs marchent assez peu. Alors d'un point de vue radiologique, ça ne marche pas, ça ne fait rien. Je voulais vous montrer, c'est des patients qui peuvent avoir des schwannomes partout, hein, périphériques. Donc, vous voyez ici un schwannome d'une branche du nerf trijumeau. Il y a des schwannomes qui sont un peu partout.
Et là, ça... Et puis, ce qu'on ne fait pas, mais j'espère qu'avec Mathieu, on essaie d'organiser ça. J'en ai pas parlé avec Pierre Wolkenstein, je ne sais pas comment ce qui est fait pour les patients NF1, mais on aimerait bien pouvoir faire des IRM du corps entier, où on peut voir à peu près pas mal de schwannomes d'au moins 2 cm. Donc vous voyez, il y a eu plusieurs études, et ça c'est tiré de papier, et en particulier il y a plusieurs équipes américaines qui ont montré qu'on pouvait faire des IRM pour voir les schwannomes, ce qui permet un peu d'évaluer ce qu'on appelle la charge tumorale. Le problème pour nous, c'est que c'est des examens qui durent assez longtemps, donc c'est compliqué de multiplier ces examens. Et deuxièmement, on a des problèmes un peu, nous, d'organisation, parce que nous, on travaille avec un service de neuroradiologie qui fait l'imagerie intracrânienne du rachis, mais pour faire ce genre d'imagerie, c'est plutôt les services d'imagerie qui s'occupent des organes, qui ne font pas de la neurologie. Donc on est à l'interface, donc on est en train d'essayer de voir si on pourrait obtenir cette possibilité, parce que quand même, vous voyez, ça donne une image très intéressante de l'ensemble des schwannomes. On voit à droite, vous voyez, on peut en une IRM voir exactement, on reconnaît, vous reconnaissez ici c'est un individu, on voit ici un schwannome, on voit un schwannome lunaire, donc ça permet d'avoir une évolution. C'est pas très précis dans la localisation, mais c'est quand même important. Donc on n'y est pas encore. Alors d'un point de vue génétique, puisque c'est une question souvent posée, il y a des formes familiales de schwannomatose et il y a des formes, ce qu'on appelle sporadiques, c'est-à-dire pas d'histoire familiale. Et vous voyez que il y a de nouveaux gènes, et je vais passer un peu de temps sur la génétique. Il y a des gènes qui ont été récemment identifiés comme responsables des schwannomatoses, et vous voyez que dans les formes familiales, c'est-à-dire quand il y a au moins 2 patients dans la même famille qui ont une schwannomatose, on peut identifier une mutation chez 86% des patients. Donc 86% des patients qui ont des formes familiales de schwannomatose, un diagnostic génétique peut répondre à la question du gène impliqué. Dans les formes sporadiques, simplement 40% des patients peuvent avoir un diagnostic génétique de fait, en sachant que ce diagnostic génétique n'est d'aucun intérêt pour le diagnostic clinique. Le diagnostic de schwannomatose se fait devant des symptômes et la présence donc, de schwannomes. La génétique ne confirme pas ou n'affirme pas le diagnostic. Alors, juste un mot. Cette diapo est peut-être un peu compliquée, mais c'était pour vous expliquer qu'il y a 2 sortes de schwannomatoses, celles qui sont liées au gène SMARCB1, B1, et en fin de compte, ce qui est intéressant dans cette génétique, c'est que vous voyez, et on comprend le lien avec NF2, c'est que les patients ont une mutation du gène SMARCB1, B1, donc ça c'est le diagnostic, et pour que la tumeur apparaisse, il faut d'autres événements génétiques, et en fin de compte, il faut 3 étapes. Là, vous voyez, chaque individu a 2 copies, 2 allèles, et pour qu'il y ait le développement d'une tumeur, le patient est muté SMARCB1, il va avoir la perte de l'autre copie de l'autre copie et de tout le chromosome 22. Donc il va y avoir la perte des 2 copies du gène SMARCB1, mais aussi de NF2. Et enfin, pour que le développement de la tumeur du schwannome soit possible, il y a une autre mutation du gène NF2. Donc vous voyez, pour les patients qui ont une schwannomatose liée à une mutation du gène SMARCB1 qui est sur le chromosome 22, doivent aussi avoir au niveau des tumeurs la perte des 2 copies du gène NF2 comme les schwannomes des patients NF2. Ce qui fait que d'un point de vue génétique, les schwannomatoses sont assez proches quand même de la NF2 puisqu'il faut l'implication du gène NF2. Alors l'autre notion assez intrigante pour laquelle il n'y a pas complètement toutes les réponses, c'est qu'on sait que SMARCB1 est un gène connu, donc ça a été identifié dans les schwannomatoses, mais c'est un gène connu depuis longtemps, qui en fin de compte prédispose aux tumeurs rhabdoïdes, qui sont des tumeurs de l'enfant extrêmement malignes, parfois intracérébrales. Donc ce gène initialement a été identifié, les patients qui sont porteurs d'une mutation SMARCB1 développent ces tumeurs très malignes, et que finalement ce gène est aussi impliqué dans les schwannomatoses, mais les patients qui ont des mutations SMARCB1 et qui ont une schwannomatose ont simplement des schwannomes, n'ont pas de tumeurs malignes associées ou de façon exceptionnelle, et donc probablement tout dépend à quel moment
du développement embryonnaire est survenue la mutation SMARCB1 et quel type de mutation. Donc c'est quand même très intriguant d'avoir, pour la même mutation du gène SMARCB1, il y a des familles où il va y avoir simplement des schwannomes multiples, bénins, et d'autres familles où il y aura des tumeurs très très agressives. Enfin, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a quelques méningiomes de la faux qui sont associés dans des familles de patients mutés, ce qui complique, parce qu'on voit un méningiome des schwannomes, on pense à NF2, mais il y a des méningiomes qui ont été rapportés dans certaines familles. Là, je vous montre un arbre généalogique très grand, c'était une famille qui avait été rapportée, où on voit des patients qui ont des méningiomes, une mutation du gène SMARCB1. Enfin, juste pour vous tenir informé, actuellement, et c'est le travail de Marco Giovannini que vous avez vu l'année dernière et qui est aux États-Unis, qui a généré des souris qui développent des schwannomes par l'inactivation de NF2 et de SMARCB1, et justement, en jouant, si j'ose dire, avec les moments d'inactivation, d'abord NF2 ou SMARCB1, il a pu obtenir soit des tumeurs rhabdoïdes, soit des schwannomes, et donc clairement, l'explication de cette différence joue dans le timing des différentes inactivations. Le modèle n'est pas encore, c'est pas complètement publié, mais ça va être publié très prochainement, et donc il y a des souris qui développent des schwannomes avec donc des mutations SMARCB1 et de NF2, comme chez l'homme. L'autre gène, c'est un gène qui a été identifié plus récemment, LZTR1, et c'est pareil, ça ressemble vraiment à SMARCB1, vous voyez, c'est localisé sur le chromosome 22, et pareil encore, pour qu'il y ait des schwannomes qui se développent chez les patients qui ont une mutation de ce gène, eh bien, il va falloir 3 étapes, c'est-à-dire qu'au niveau des cellules de Schwann, il va falloir qu'il y ait la perte donc, du deuxième du chromosome 22, qui emporte donc l'autre gène LZTR1 et une copie du gène NF2, puis une mutation NF2. Donc finalement, la génétique des SMARCB1 et LZTR1 se ressemble beaucoup. C'est un gène suppresseur de tumeur, mais il faut aussi associer une mutation du gène NF2 pour avoir le développement de la tumeur. D'un point de vue clinique, c'est un tout petit peu différent. C'est qu'il y a des patients qui sont porteurs de la mutation, mais qui n'ont pas de schwannome, ni de symptômes, en sachant que pour être sûr que le patient n'ait pas de schwannome, il faudrait une IRM de tout le corps très très fine, ce qui n'est pas fait, mais enfin, il y a des patients porteurs de cette mutation qui n'ont pas de schwannome connu. Et l'autre particularité aussi clinique intéressante, et moi j'ai commencé à avoir pas mal de patients comme ça, par le biais des schwannomes vestibulaires, c'est qu'on sait que 7 à 10% des patients mutés avec cette mutation peuvent avoir un schwannome vestibulaire associé, ou d'autres schwannomes intracrâniens, au niveau du nerf trijumeau en particulier. Vous voyez par exemple ici un patient muté LZTR1 qui a un schwannome au niveau du nerf vestibulaire. Et là encore, ça explique un peu ce mélange entre la neurofibromatose de type 2 et les schwannomatoses. On peut voir un patient qui a un schwannome vestibulaire et des schwannomes périphériques, mais c'est une mutation LZTR1. Et là, j'ai vu un papier récent qui est sorti où c'était une jeune fille de 15 ans qui avait un schwannome vestibulaire sporadique. Elle n'avait pas une NF2, elle avait une mutation LZTR1, juste devant un schwannome vestibulaire. Enfin, il existe les schwannomatoses mosaïques, qui sont des entités très particulières, des formes génétiques où il n'y a qu'une partie d'un membre qui a cette mutation et qui sont nettement moins bien analysées. Et donc, en pratique clinique, nous, ce qu'on fait maintenant, et donc nous, tous les patients qu'on prélève, puisque tout patient qui se présente pour une schwannomatose, on fait un prélèvement sanguin. On travaille avec le laboratoire de Michel Vidot à Cochin, et systématiquement, on va regarder au niveau sanguin, donc germinal, des mutations de NF2, parce qu'il y a des formes un peu intermédiaires. On regarde SMARCB1 et LZTR1 pour rechercher des mutations, éventuellement des mosaïcismes. Donc ça, c'est quelque chose de systématique, et cette mutation a été faite dès que les gènes ont été publiés, et même de façon rétrospective. Il y a une étude des prélèvements sanguins qui avait été faite dans les formes un peu particulières. On regarde un peu... on regarde toutes ces mutations de gènes. D'un point de vue thérapeutique, et je ne vais pas m'alourdir dessus parce que Mathieu Père va parler spécifiquement de la chirurgie, clairement il nous apparaît que ce sont des maladies où il faut aussi une prise en charge globale, médico-chirurgicale et psychologique
Raison pour laquelle on a décidé de prendre en charge aussi ces patients dans le cadre de la consultation NF2. On a déjà une structure où on a déjà cette capacité de faire des consultations multidisciplinaires, où il y a des psychologues. On a la chance d'avoir maintenant 2 psychologues dans le groupe, Christelle Carillo et Mathilde, qui est arrivée. Donc voilà, on profite de cette structure pour aussi voir les patients qui ont des schwannomatoses. Ils ont plus rarement des schwannomes vestibulaires, ils peuvent, et on les gère de la même façon. Le traitement médical, c'est surtout un traitement contre la douleur. Et là, c'est quelque chose sur lequel on travaille, parce que c'est toujours la difficulté de la prise en charge de la douleur et des solutions thérapeutiques est quelque chose d'extrêmement compliqué. On a du mal à organiser bien, je vous avoue, la prise en charge de la douleur, parce que c'est compliqué et c'est difficile d'avoir des correspondants qui soient disponibles, et souvent les centres antidouleurs sont débordés, donc c'est difficile d'avoir les correspondants qui viennent. Le traitement peut aussi être chirurgical, et Mathieu Père vous en dira un mot. Il y a aussi eu des patients traités par radiochirurgie, par radiothérapie. Il y a des cas rapportés. C'est un peu plus compliqué d'apprécier vraiment si c'est si efficace que ça, parce que c'est pas tout de faire la radiochirurgie sur de multiples schwannomes qu'on trouverait qui n'ont pas de symptômes, parce qu'on ne sait pas vraiment leur histoire naturelle, donc je reste un peu réservé. Et puis, il y a eu quelques cas rapportés de patients traités par Avastin. Vous savez qu'on utilise maintenant l'Avastin de façon assez fréquente dans la neuropuatose de type 2. C'est un médicament par perfusion qui diminue la vascularisation. Et il y a eu quelques cas rapportés d'amélioration de symptômes. Vous voyez ici, il y a un patient, c'est écrit très petit, mais c'était un malade en octobre 2010 qui prenait 7 médicaments contre la douleur, qui était en fauteuil roulant, et puis qui a pu voir la disparition de ses douleurs et était indépendant. Bien sûr, ce qui est rapporté dans la littérature, c'est le cas exceptionnel qui contre-indique, qui fait l'exception, mais quand même. Donc nous, on a un patient qu'on a commencé à traiter pour voir, pour se faire une idée si vraiment c'était réaliste ou pas, parce que c'est quand même un traitement compliqué et cher. Et puis, donc en conclusion de cette partie, je crois que les schwannomatoses sont actuellement beaucoup mieux définis cliniquement et génétiquement. Et moi, c'est très clair maintenant dans mon esprit. Et le gène NF2 est toujours impliqué pour le développement de la tumeur. Je crois que les indications chirurgicales, on en parlera, mais c'est apporté à bon escient, parce qu'on voit des patients qui arrivent en consultation, qui ont été opérés 25 fois, 30 fois, et on peut quand même, a posteriori, remettre en doute certaines, parfois, indications, parce que ça améliore, mais aussi on voit des patients qui sont finalement très invalidés par les douleurs séquelaires, pour lesquelles ils n'avaient pas été tout à fait bien prévenus. Je crois que c'est difficile d'évaluer ce qu'on appelle la charge tumorale tant qu'on n'a pas d'IRM du corps entier. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille. Nous, on a du mal à organiser la prise en charge de la douleur dans le centre pour l'instant. Donc il y a des prises en charge, mais on aimerait bien pouvoir renforcer la prise en charge de la douleur des neuropathies, puisque c'est la douleur liée. Et donc on y travaille parce que quand même, dans notre hôpital à la Pitié-Salpêtrière, il y a beaucoup de neurologues. Il y a des staffs organisés, donc on essaie de trouver la bonne personne qui vraiment pourra nous apporter de l'aide et aux patients. Il reste une question, pourquoi les schwannomes dans la schwannomatose donnent des douleurs? Alors là, dans la salle, il y a des patients NF2, c'est un contre-exemple, qui ont des schwannomes avec des douleurs, mais enfin, globalement, si on prend le même nombre de patients, c'est très rare la douleur dans les schwannomes périphériques des patients NF2. C'est plutôt des déficits. Par contre, dans les schwannomatoses, il y a beaucoup de douleurs. Alors, est-ce que c'est dû à la chirurgie? Voilà, il y a une question quand même qui se pose, qui n'est pas claire. Bon, l'intérêt de la consultation multidisciplinaire et le bilan radiologique. Et puis enfin, la recherche fondamentale et translationnelle active. Il y a de la recherche dans les schwannomatoses. Je dirais comme d'habitude, aux États-Unis, il y a beaucoup d'argent. Donc avec Pierre Wolkenstein, on a reviewé, il n'y a pas longtemps, on était des reviewers, c'est-à-dire qu'il y avait l'association de patients américaine avait proposé un financement pour des projets de recherche. On en a évalué 4 ou 5, il y en a eu un de choisi. C'était des montants, je crois que c'était $1 million. Mais bon, la connaissance qu'on a là-bas, on l'aura ici. Donc voilà, il y a quand même de la recherche qui se fait, il y a des modèles animaux. Donc même si c'est rare, il y a quand même une recherche dynamique qui est faite. Voilà, je passe maintenant la parole à Mathieu. On m'avait envoyé, j'ai oublié le nom de la personne qui m'a envoyé beaucoup de questions sur les schwannomatoses
Catherine, c'est Catherine. Voilà, donc on va... Non, on passe là-dessus justement. Et on répondra après à ces questions parce qu'on a essayé de couvrir et je répondrai aux dernières questions qu'on n'a pas couvertes spécifiquement. Okay. Voilà. À toi, Mathieu. Merci Michel. Voilà. Je profite de l'occasion pour vous remercier également pour cette invitation. Comme vous l'a dit le professeur Calamaridès, moi je vais me concentrer plus spécifiquement sur la prise en charge des schwannomes des nerfs périphériques, donc aussi bien pour les patients porteurs d'une neurofibromatose de type 2 que pour les patients qui ont des schwannomatoses. Donc, sur la présentation clinique, on a déjà fait le point avec le professeur Calamaridès. Comme vous le savez, on détecte souvent les schwannomes sous forme d'une masse palpée sous la peau, qui peut être éventuellement douloureuse. La douleur n'est jamais un signe de gravité, hein. Elle peut aller et venir. Il y a certains patients qui décrivent des périodes de rémission, puis des périodes où le schwannome devient à nouveau douloureux. C'est en tout cas jamais un signe d'inquiétude, mais bien sûr un signe qui peut justifier une prise en charge médicale plus active. Il peut y avoir aussi, comme le disait le professeur Calamaridès, des fourmillements dans le membre qui sont liés à la compression de la racine nerveuse sur laquelle est inséré le schwannome. Là aussi, ce n'est pas un signe de gravité, mais c'est une gêne supplémentaire qui peut justifier une intervention. On peut également avoir des déficits neurologiques, c'est-à-dire une perte de la force musculaire, mais ça, c'est quelque chose qui, bien que pouvant arriver, est relativement tardif et donc ne doit jamais justifier d'une intervention en urgence, mais plutôt être considéré dans l'évolution de la maladie, mais jamais non plus être une inquiétude. Sur les localisations préférentielles, donc il y a préférentiellement des schwannomes au niveau du membre supérieur, au niveau du membre inférieur. Au niveau du membre supérieur, c'est plutôt des schwannomes au niveau du nerf médian du bras qu'on retrouve à la face interne du bras, et au niveau du membre inférieur, c'est plutôt des schwannomes qu'on va retrouver sur le nerf sciatique ou sur le nerf fibulaire, c'est-à-dire juste sur le cou du pied, en regard de la cheville, en arrière des reliefs osseux qu'on sent bien sur la cheville. Comment fait-on le bilan des schwannomes? Donc, la première chose à savoir pour les patients comme vous qui sont porteurs de la neurofibromatose de type 2 ou de la schwannomatose, c'est qu'on ne va pas faire des bilans spécifiques pour chaque schwannome, mais uniquement pour ceux qui posent un problème, qui sont le siège de douleur qui sont croissantes ou qui augmentent de taille. Et pour ces schwannomes, l'examen de choix en première intention, c'est l'IRM, qui va confirmer la suspicion diagnostique, mais va également nous permettre de déterminer le nerf porteur. Vous voyez en bas à gauche un exemple d'un schwannome du nerf médian, et vous voyez que l'IRM permet de très bien déterminer le trajet du nerf porteur à côté du schwannome en rouge, et donc de planifier la chirurgie. Au milieu, vous voyez un schwannome du genou, ici, et vous voyez là aussi que les IRM permettent de déterminer la position des fibres nerveuses normales qui sont situées autour du schwannome, et donc là aussi de planifier efficacement la chirurgie. On travaille avec des radiologues spécialisés dans les tumeurs des nerfs périphériques qui nous permettent d'avoir des imageries reconstruites comme celle-là pour des schwannomes compliqués au niveau du cou, près de nombreuses racines nerveuses que vous voyez là. On peut arriver à avoir, grâce à l'IRM, une bonne évaluation des racines nerveuses autour du schwannome et donc planifier la chirurgie avec un risque minimum de blesser ces racines nerveuses. Ce qu'il faut savoir, c'est que la biopsie n'est jamais recommandée dans les schwannomes, que ce soit à visée de diagnostic génétique ou à visée d'exploration pour les patients qui n'ont pas de maladie génétique, puisqu'il est dit classiquement qu'une biopsie peut blesser les fibres nerveuses qui sont autour du schwannome, et le simple fait de faire une biopsie peut entraîner déjà des douleurs très importantes chez le patient, voire des fourmillements ou une gêne séquelaire de la biopsie. Donc il vaut mieux s'engager dans une chirurgie d'emblée, de façon à bien détecter la fibre nerveuse autour du schwannome et à pouvoir l'épargner tout en enlevant la tumeur en entier dans un premier geste. Quelles sont les indications chirurgicales? Donc ça, c'est essentiellement les questions que vous vous posez. Comme l'a dit déjà le professeur Calamaridès, on essaie de porter les indications chirurgicales à bon escient, c'est-à-dire sans opérer bien sûr tous les schwannomes, mais en se basant vraiment sur la gêne du patient et ce qu'il ressent. S'il y a une intensification des douleurs et des fourmillements dans le bras ou la jambe concernée, s'il y a une gêne au contact, notamment liée au frottement des vêtements, c'est le cas au niveau de la ceinture ou au niveau de la cheville, où parfois le simple fait d'avoir un frottement contre la chaussure peut entraîner une gêne importante
et justifier d'opérer le schwannome, mais c'est vraiment la gêne du patient, la demande qui va nous pousser à opérer et jamais la découverte d'un schwannome de manière isolée par le clinicien. On peut éventuellement, dans des rares cas, opérer les schwannomes lorsqu'il y a une augmentation de volume sans symptômes associés, mais c'est là aussi plutôt fonction des structures nerveuses associées. Si on a un gros tronc vasculaire ou un gros tronc nerveux au contact du schwannome et qu'on constate vraiment une augmentation importante de taille, là, on peut réaliser une intervention chirurgicale. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est qu'on est toujours, bien sûr, comme vous le savez, face à des tumeurs bénignes, et donc il n'y a jamais d'urgence, il y a toujours le temps de réfléchir, de peser le risque de l'intervention face à la gêne que vous avez pour poser l'indication chirurgicale vraiment de manière très réfléchie et jamais dans la précipitation. Comment est-ce qu'on organise la chirurgie des schwannomes du nerf périphérique à la pitié salpêtrière? C'est une chirurgie qui, contrairement au schwannome intracrânien, est entre guillemets plus simple et peut être réalisée lors d'une hospitalisation en ambulatoire. C'est-à-dire que vous êtes hospitalisé le matin, la chirurgie se fait dans la journée et vous pouvez sortir le soir à la maison, excepté bien sûr pour les schwannomes qui sont situés au niveau du thorax ou de l'abdomen et du pelvis, où là, du fait de la localisation du schwannome, l'hospitalisation est un peu prolongée de quelques jours, mais ça reste des hospitalisations relativement courtes. Sur l'anesthésie, on peut faire une anesthésie loco-régionale pour les schwannomes des membres, relativement périphériques, c'est-à-dire situés plutôt au niveau de l'avant-bras ou du mollet et de la jambe. Pour les schwannomes situés à la racine des membres, que ce soit au niveau de la racine de la cuisse, le pelvis ou le cou, on va par contre préférer une anesthésie générale en raison de l'abord qui est plus douloureux et de la chirurgie qui est un peu plus complexe. Quels sont les principes de la chirurgie? C'est une chirurgie donc, qui est relativement directe, puisque comme vous le voyez, on identifie tout d'abord le schwannome relativement facilement sous la peau, le nerf porteur qu'on identifie au-dessus et en dessous du schwannome. Ensuite, on va inciser la coque du schwannome, vous voyez, sans inciser les fibres nerveuses normales, de façon bien sûr à ne pas les blesser. Et on va pouvoir ensuite extraire le schwannome le plus souvent en masse, sans avoir besoin de le morceler, en respectant les fibres nerveuses tout autour, donc sans abîmer le nerf. Comment est-ce qu'on fait pour être sûr qu'on n'abîme pas le nerf porteur du schwannome? C'est comme pour la chirurgie des schwannomes du nerf vestibulaire que vous connaissez bien, où on a un monitoring du nerf facial. Pour les schwannomes périphériques, on utilise une sonde de stimulation nerveuse directe qui nous permet de stimuler le nerf et de vérifier qu'il fonctionne bien avant et après l'exérèse du schwannome. Et pour les schwannomes qui sont situés relativement à la racine des membres et pour lesquels plusieurs nerfs peuvent être concernés, on utilise à la pitié salpêtrière un monitoring en continu par électromyogramme en collaboration avec des collègues électrophysiologistes qui viennent au bloc opératoire et qui, pendant toute l'intervention, vérifient que les nerfs continuent à bien fonctionner pendant qu'on retire le schwannome. On peut également utiliser des techniques d'imagerie pendant l'intervention pour repérer le schwannome. C'est souvent le cas sur des schwannomes un peu plus profonds en intramusculaire, de façon à, là encore, respecter au maximum les muscles, ne pas les blesser et avoir l'abord le plus petit possible, le moins douloureux possible pour le patient. Et pour ça, on va utiliser l'échographie. Vous voyez ici l'exemple d'un patient que j'ai opéré d'un schwannome qui était situé dans le mollet. Donc vous voyez que le schwannome est, entre guillemets, un peu perdu dans la masse musculaire. Et pour le repérer, on utilise une sonde d'échographie donc on va poser sur la peau. On identifie parfaitement le schwannome sous forme, vous voyez, d'une masse hypoéchogène, donc qui est noire, et également le nerf porteur. Et on peut ainsi avoir un abord tout petit qui va directement sur le schwannome de façon à pouvoir l'enlever sans imposer des grandes cicatrices aux patients. Ça, c'est quelques images d'intervention pour que vous voyez un petit peu à quoi ça correspond. Donc sur ce schwannome ici, vous voyez très bien le nerf porteur. Vous voyez qu'on l'identifie assez facilement sur la coque du schwannome. Et on va donc ensuite pouvoir l'isoler et enlever le schwannome en masse. Comment ça se passe donc quand on enlève le schwannome en masse? Voilà l'image juste avant l'exérèse du schwannome. Vous voyez le nerf normal qui a donc été respecté, le schwannome qui va être retiré, et vous voyez qu'il y a deux petites racines nerveuses non fonctionnelles sur lesquelles le schwannome est inséré, qui vont, elles, pouvoir être coupées si on veut enlever le schwannome en totalité, mais la très grande majorité du nerf, elle, est respectée, et ça permet d'avoir des suites opératoires sans déficit neurologique surajouté. Quelles sont les suites opératoires justement de la chirurgie des schwannomes des nerfs périphériques?
On a classiquement 80% de guérison des douleurs locales et des douleurs radiculaires, ainsi qu'un bon soulagement de la gêne qui est liée au frottement, puisqu'on n'a plus la masse sous la peau qui gêne le patient. Sur les patients qui ont des déficits musculaires préopératoires, on a 50% d'amélioration. C'est généralement des déficits qui surviennent, comme je vous le disais, tardivement, donc un nerf qui est déjà fragilisé. On ne peut pas garantir la récupération, mais on voit quand même, dans un cas sur deux, des patients qui récupèrent de la force. S'il n'y a pas de déficit préopératoire, par contre, le risque d'aggravation est relativement faible. Vous voyez qu'il y a que 10% de risque d'aggravation. Dans 90% des cas, les patients conservent une bonne force après l'intervention. Après, il y a des risques généraux, mais qui sont tous relativement faibles, d'infection, d'hématome ou de blesser un vaisseau à proximité du chevanome. Donc on a des possibilités d'opérer des tumeurs, quelle que soit leur localisation, des tumeurs volumineuses à la racine des membres, comme cette patiente que j'ai opérée d'un chevanome du nerf fémoral avec des suites tout à fait simples, ou ici cette patiente qui avait une grosse gêne pelvienne et qu'on a opéré d'un chevanome intrapelvien, là aussi avec des suites totalement simples. Donc voilà, c'est une chirurgie qu'on peut proposer aux patients lorsque l'indication est raisonnable et surtout lorsque les patients font la demande en raison de la gêne ou de la douleur. Voilà, merci de votre attention. Merci de cette présentation très claire, j'espère. Juste pour répondre, il y aura peut-être des questions, mais je voulais juste, pour la liste de questions, répondre à celles aux questions qui restaient. J'ai une liste avec une vingtaine de questions très pertinentes. Alors je réponds, puis vous verrez s'il en reste. Peut-on doser la protéine S100 bêta qui serait en cause dans la maladie? La protéine S100 est une protéine des cellules de Schwann, et ce n'est pas tout à fait la même protéine S100 qui est analysée dans certaines autres pathologies. Donc je pense qu'il y a une petite confusion dans la protéine S100, parce qu'il y a des protéines S100 qui sont dosées dans certaines traumatismes crâniens, dans d'autres pathologies, ce n'est pas celle-là. Donc S100, c'est les nerfs. Peut-on savoir si les proches ont ou pas la maladie? Oui, je vous ai montré par la génétique. Pourquoi certains malades ont des tumeurs dans un endroit précis ou dans différents... On n'a pas l'explication, mais c'est une constatation qu'il n'y a pas un développement identique. Donc probablement, ça vient du développement embryonnaire et de l'impact de la mutation au niveau des nerfs en développement. Les gènes responsables de la maladie, on en connaît une grande partie, puisque dans les formes familiales, il n'y a plus que 10% des patients qui n'ont pas de mutation de ces deux gènes. Pourquoi certains font le test et d'autres pas? Je vous dis, le test est quand même de plus en plus utilisé, donc on parle de choses quand même assez récentes. Depuis quand, Michel, on fait le ZTR1, c'est 2 ans peut-être? 2 ans, donc c'est des choses, il faut laisser un peu de temps, mais ça a beaucoup changé. Il y a 5 ans, on vous aurait dit on ne connaît pas les gènes de la schwannomatose, donc les choses vont changer. Comment décider l'opération? Je crois que Mathieu Père a très répondu. Les effets secondaires des prises de médicaments à long terme, je vous ai dit, le problème, c'est des dépendances. Les patients vont avoir de la douleur, vont prendre des médicaments, vont augmenter les doses parce qu'il y a un épuisement de l'effet, il y a une dépendance, et la complexité de la prise en charge de la douleur, c'est à la fois trouver les médicaments, mais ne pas en prendre de façon excessive, et c'est ça qui est très compliqué. Et beaucoup de patients d'ailleurs, qui peuvent avoir des formes sévères de NF2, vont avoir des complications très sévères d'une prise excessive de morphinique et peuvent parfois décéder des complications des médicaments. Protocole de prise en charge de la maladie, protocole, je ne sais pas très bien, donc il y a du bon sens pour prendre la maladie, mais écrire un protocole, c'est très difficile. Je crois que même dans la NF2, dans la NF1, il n'y a pas de protocole de prise en charge de la maladie. Les statistiques concernant le NF1, oui, NF1 c'est récent. On en a parlé tout à l'heure, mais ça date de décembre. Donc tout patient NF1 qui consulte un médecin en France doit avoir exactement la même prise en charge? C'est une question. C'est des recours. Non, c'est une question. Merci Michel de la poser. Donc oui, à partir de décembre. A priori. Du 25 décembre. A priori. Mais tu sais. Non, mais il y a des recommandations, mais après, est-ce qu'elles sont suivies? Voilà, est-ce que c'est possible de les suivre? Et est-ce que lequel il faut opérer? Voilà, je sais que vous savez bien, mais je reprécise. Juste pour répondre aussi, les gènes responsables de la maladie, est-ce que c'est intéressant d'avoir une mutation, de connaître si on est porteur de la mutation quand on a la maladie? Je n'en suis pas persuadé. Ça ne change pas le traitement.
Et souvent, chez un patient, on va découvrir la mutation, puis on va faire le test chez les enfants, on va dire, bon, votre enfant a une maladie A, est porteur de la maladie. Autant dans la neurofibromatose de type 2, ça peut être intéressant parce qu'il y a des patients qui ont des tumeurs intracrâniennes asymptomatiques, grosses, et ça peut être intéressant de savoir qu'ils sont porteurs de la mutation, on va dire asymptomatique, parce que parfois on aura à les traiter de façon anticipée. Par contre, je pense que dans les schwannomatoses, si on vous découvre que vous êtes porteur de la maladie, ça ne va rien changer dans la prise en charge. En plus, je vous ai montré qu'il y avait des patients porteurs de la mutation qui n'avaient pas de symptômes ou de tumeurs. Donc je crois que dans les schwannomatoses, c'est intéressant de faire le test génétique, mais ça ne change pas la prise en charge. Dans la NF2, c'est différent. La campagne d'information pour les neurochirurgiens et les rhumatologues pour la maladie soit mieux connue, bon, voilà, pour NF1, NF2, oui, c'est des maladies très rares, quand même exceptionnelles, donc nous-mêmes, on a du mal à bien comprendre cette maladie, donc il ne faut pas non plus demander qu'on essaye, mais c'est un travail de longue haleine. Oui, les schwannomatoses segmentaires, c'est très rare, et bon, je pense que vu que tout est redécoupé, avant on parlait des schwannomatoses en disant c'est des NF2 segmentaires, on trouve une mutation du gène NF2, les choses sont en train de s'éclater. Donc je pense que dans les années qui viennent, les choses seront encore plus claires pour les statistiques. Est-ce qu'il y a des différences de traitement en fonction de l'aire géographique et des revenus? Je ne crois pas. Après, c'est simplement si on rencontre les médecins qui connaissent et qui vous orientent peut-être vers des personnes qui connaissent un peu mieux, mais je ne pense pas. Parce que globalement, quand même, pour être traité d'un schwannome périphérique, il y a quand même beaucoup de chirurgiens, orthopédistes, neurochirurgiens qui le font. Alors après, est-ce qu'ils le font à bon escient? Est-ce qu'ils ne le font pas trop souvent? Ça, je ne sais pas. C'est une autre question qui reste. Contraintes associées à la maladie qui peuvent empêcher de continuer à exercer le travail. Je pense que dans les formes très sévères où il y a des douleurs intenses ou des déficits, bien entendu, il y a une adaptation, mais là on rejoint le problème de la NF2 où il y a des déficits qui font que certains métiers sont plus difficiles à être exercés. Les techniques d'opération récentes moins invasives, Mathieu Père l'a montré. Pour la colonne vertébrale, oui, il y a des développements, mais bon, il n'y a rien de majeur. Donc je crois que c'est... Encore, est-ce qu'il y a des chirurgiens spécialisés? Il y a des personnes qui s'intéressent plus. Voilà, Mathieu vous a parlé, il y a des gens qui s'intéressent plus particulièrement à ça, qui essaient de faire le moins de déficit possible. Donc oui, il y a des gens, mais il n'y a pas de liste qui existe. La recherche, je vous ai dit, eh bien, ça avance. L'âge de déclenchement pour les patients porteurs non conscients d'être malades, eh bien, il y a, je vous dis, des cas vraiment de mutation, de patients qui ont des mutations, qui n'ont pas de tumeur, ce qui n'existe pas dans la NF2. Dans la neurofibromatose de type 2, il n'y a pas de malade qui ait une mutation sans tumeur passé l'âge de 20 ans. Dans la schwannomatose, ça existe, je ne sais pas pourquoi. Probablement parce qu'on ne diagnostique pas des tout petits schwannomes. Le nombre maximum de schwannomes que l'on peut développer, non. Je ne tiens pas, mais on peut tenir un livre. Si on fait les IRM, peut-être du corps entier, on pourra. Y a-t-il un âge où les schwannomes ne se développent plus? Je ne sais pas. Je pense que non, le développement des tumeurs est un... Si on regarde dans la neurofibromatose de type 2, il n'y a pas de... Avec l'âge, on a l'impression que les tumeurs grossissent un peu moins vite, mais elles continuent à se développer tout au long de la vie. Est-ce qu'un schwannome se transforme en tumeur maligne? C'est important? Non. Et c'est la grande différence, je dirais, avec la neurofibromatose de type 1, où il y a toujours le doute dans la neurofibromatose de type 1 de risque parfois de tumeurs malignes. Ce n'est pas le cas dans la NF2, ce n'est pas le cas dans les schwannomatoses, donc non. Prendre la décision de l'enlever, on a répondu. Et est-ce que les porteurs de schwannomes peuvent développer des schwannomes dans le cerveau? Oui, puisqu'on a dit qu'il y avait des schwannomes vestibulaires ou d'autres organes vitaux, cœur, poumon. Là où il y a des nerfs, avec de la myéline, il peut y avoir des schwannomes, pas dans les nerfs sans myéline, donc où là les schwannomes n'existent pas. Voilà les réponses à liste de questions.